Et voilà, je crois que c'est très important là maintenant de discuter ensemble. Peut-être que dans la salle, il y a des questions aux orateurs, mais il y a aussi peut-être des moyens que vous avez mis en place, non pharmacologiques, dans vos services. Toujours difficile au début. Moi aussi. Mais en attendant que le micro se déplace, peut-être aux deux orateurs sur les interventions musicales ou musicothérapie. Est-ce que finalement, parce que j'ai vu passer une étude dans Pain sur la période post-opératoire où il y avait, on faisait écouter de la musique aux patients avant l'intervention, pendant l'intervention ou après l'intervention, de la musique qui avait été choisie, et là il ne s'agit pas de séquence en L, en U, etc. De la musique qui avait été choisie par le patient ou non choisie par le patient, et finalement il y avait assez peu de différence. Il y avait une efficacité sur la prise antalgique en post-opératoire, sur effectivement le souvenir de l'intervention, je crois. Donc qu'en penses-tu finalement? Est-ce qu'il y a des études qui montrent, qui ont comparé, je ne sais pas, moi justement chez le patient douloureux chronique, technique de relaxation, musique standard, je veux dire voilà, le patient amène sa propre musique ou le soignant choisit une musique que lui il aime pour faire l'acte, parce que ça pose aussi question, ou des techniques finalement beaucoup plus sophistiquées comme tu peux les utiliser. Effectivement, ça se regroupe, il y a différentes études avec des résultats qui sont d'une étude à une autre sont un petit peu différents, mais après c'est les méta-analyses. Il y a des études spécifiques qui ont tenté, qui ont vraiment choisi la musique pour le patient, dont l'objectif principal était vraiment d'évaluer le choix de la musique. Donc il y a une étude qui s'appelle Cultural Difference in Music and Pain, et là ça ressort vraiment significativement. Dans notre étude aussi à Montpellier, on l'a publié, enfin on l'a pas encore publié, mais on l'a présenté dans différents congrès. On avait mis à un groupe de patients, donc pareil en contrôlé randomisé, de la musique standard de relaxation style nature et découverte, montée quand même en U, avec l'autre groupe qui avait, enfin c'était en crossover en fait, donc où la deuxième prise en charge était le montage en U avec le choix spécifique de la musique. Et là, dans nos études, ça sort vraiment quand même de façon significative. Ensuite, tu dis que dans cette étude de Pain, que la musique soit pas choisie par le patient, c'est pareil que... Enfin, ça, j'ai pas vu ces résultats, enfin ça me... Ouais, il n'y a pas de grosse... Ou une tendance, je sais pas. Enfin, toutes les études ne correspondent pas à ça. Et dans toute la revue de la littérature, celle qui est publiée dans Lancet, ce facteur prédictif est bien mis en évidence et que ces études marchent mieux, de façon en moyenne, quand la musique est choisie par le goût du patient. Et on a publié dans Réanimation en 2015, avec l'équipe de Montpellier, une étude comme quoi, effectivement, quand le patient réentend cette musique choisie, effectivement, c'est bien d'amener sa propre musique et c'est mieux que rien et ça sera significatif. Mais aujourd'hui, on peut aller un petit peu plus loin, optimiser pour progressivement arriver à quelque chose d'optimal. C'est une question encore pour toi, Stéphane. Orientée sur la pédiatrie, il y a eu quelques études en pédiatrie, mais que je ne connais pas bien. Et ma question, c'est l'âge minimum. Est-ce qu'il y en a un? Parce que les bébés, on leur fait écouter spontanément de la musique. Tous les parents mettent des petites berceuses. On peut penser qu'ils aiment ça. On a l'impression qu'ils aiment ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des études et quel âge et quel type de musique? Voilà, il y a quelques études. Il y en a quand même pas mal. Alors, c'est pas notre grande spécialité parce qu'en néonat, notamment, je n'en ai pas fait personnellement, mais il y a de la recherche. Il y a quand même beaucoup d'études en néonat où ce sont des intervenants, un petit peu comme vous faites à Sainte-Périne avec le professeur Gomas, justement, où ils font intervenir des musiciens en live. Et c'est vrai qu'en néonat, il y a plus d'études qui tentent d'évaluer l'impact d'une harpiste ou d'une violoncelliste qui viendrait jouer de la musique en live. Sachant que je ne crois pas qu'il y ait d'âge minimal, puisque depuis le début de la création, enfin même quand on est encore dans le ventre de sa maman, il y a déjà un impact qui a déjà été démontré de la musique sur le développement. Et je pense que tout bébé est hyper réceptif, même franchement de façon très empirique. C'est vrai qu'on est obligé aujourd'hui de faire des études cliniques contrôlées, randomisées, pour montrer que la musique marche sur l'anxiété et la douleur. Mais on le sait depuis la nuit des temps. Donc je veux pas, voilà. Mais la musique adoucit les mœurs depuis, voilà, ça on le sait.
Mais voilà, je suis sûr qu'en néonate, en tout cas, il n'y a pas d'âge et le bébé, depuis, je vous dis, depuis le début, est réceptif à la musique. Hein. Voilà. Alors moi, je suis infirmière en onco-hémato à Bourg-en-Bresse. Et nous, ce qu'on utilise, c'est le lutin. Il y a un lutin qui vient dans le service, qui apaise les patients. On entend souvent parler des clowns en pédiatrie, mais nous, le lutin pour les adultes marche extrêmement bien, que ce soit pour la douleur ou l'anxiété. Les patients sont très contents. Et le lutin, comment on l'appelle? C'est les Nétoiles, c'est une association française. Ah oui, donc ce sont des êtres humains, c'est pas des vrais lutins. Non, non. Après, moi, je pense que la formation est indispensable, mais quelqu'un de bien formé, que ce soit les clowns, les lutins, peu importe. Enfin, voilà, tout peut être efficace. Enfin, mais il faut bien vérifier que, enfin, voilà, il ait bien été formé et qu'il y a un objectif thérapeutique. Tout peut être efficace, mais c'est bien de l'évaluer quand même. Je crois que vous aviez une question. Oui, moi j'ai une petite question pour M. Hennequin. Est-ce qu'en pédiatrie, il y a eu une évaluation de l'échographie pour les ponctions veineuses? Parce que nous, chez les adultes, on commence à voir ça un peu. Les infirmières se mettent à l'écho pour faire des ponctions veineuses. Oui, enfin, je sais qu'il y a l'échographie pour les troncs veineux, pour les cathéters centraux et pour les blocs nerveux, oui, c'est fait. L'échographie pour les veines superficielles, je n'ai pas encore connu, mais enfin, vous avez vu, avec la transillumination, c'est quand même assez simple. Hein. Bon, là aussi, c'est parfois beaucoup d'investissement, il faut maîtriser. Là aussi, c'est ce qu'on a dit ce matin aussi. S'il n'y a qu'une personne qui connaît la méthode, il faut aussi la diffuser, qu'il y ait un minimum, une masse critique de gens qui sont à l'aise avec la méthode. C'est peut-être aussi un autre élément limitant. Bonjour. Thierry Farge, médecin généraliste. Est-ce qu'il y a eu des études pour la musicothérapie dans les soins ambulatoires ou dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, accompagnement des patients très douloureux, chroniques, chez eux? Oui, c'est ce que j'ai présenté en 10 secondes. Dans le Clinical Journal of Pain, les patients étaient hospitalisés pendant 10 jours et ensuite continuaient à domicile jusqu'à J60. Donc et ça marche, les patients étaient autonomes. C'est un peu comme le training autogène de Schultz, où le but est de former le patient à être autonome aussi dans son soin. Donc on le forme à l'hôpital et ensuite par lui-même, il est capable de pouvoir utiliser l'outil, la musique, seul. Mais je voulais savoir si ça pouvait être initié à domicile. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Nous, on aime bien quand même qu'il y a le côté un petit peu aussi blouse blanche, prescription. Aujourd'hui, c'est vraiment spécifique pour les hôpitaux, en tout cas notre technique. Mais après, non, pour moi, non. Enfin. Oui, Sylvie Bouly, donc au CLUD du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. J'aimerais savoir comment se met en place une formation musicothérapie. Combien de temps? Quels sont les critères de mise en place? Comment ça se passe? Parce qu'on a eu des choses, mais pas forcément sur le contenu de la formation et le temps. D'accord. Alors, on ne parle pas de musicothérapie, oui. On parle d'intervention musicale. D'accord. Sinon, c'est 3 ans pour devenir musicothérapeute. Après, avec des outils très simples, comme je vous ai présenté, notamment avec le montage en U. Là, c'est des formations très courtes qui durent 2 jours. Avec, bien sûr, il faut que le soignant puisse expliquer qu'est-ce que c'est qu'une intervention musicale, qu'est-ce que c'est que la musicothérapie aussi, connaître l'historique, pouvoir bien présenter la méthode. Mais c'est 2 jours de formation. Et ensuite, l'outil est très facile à utiliser. Et puis voilà. On fait appel à quel organisme pour ça? Moi, je ne vais pas faire des conflits d'intérêts, mais je les ai déclarés. Bon. Nous, notre société, c'est Music Care. On fait de la recherche et du développement et on a un numéro de formation professionnelle au GDPC. Ensuite, je crois qu'on est un peu les seuls en France, même de façon internationale, à avoir été aussi rigoureux au niveau de la recherche clinique et de l'évolution des applications qui s'adaptent vraiment parfaitement aux soins. Vous pouvez régler la durée de ce montage en U à 32 minutes, 30 minutes pour cette étude. On fait de l'échoronographiie, le règle sur un autre temps. Enfin voilà, on est sur des outils standardisés avec des évolutions de développement.
où on évalue le niveau de douleur avant et après chaque séance. Donc l'hôpital, sur cette tablette, application numérique, peut avoir le nombre de séances qui ont été réalisées dans l'hôpital, le niveau de douleur avant et après chacune des séances, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on fait un partenariat avec iHealth. On peut même avoir un oxymètre Bluetooth connecté, et donc avoir toutes les mesures de fréquence cardiaque, respiratoire et de saturation d'oxygène en direct, en live, pendant que le patient fait sa séance. Donc en termes de recherche, c'est des outils aussi assez sympas pour un programme d'évaluation. Bonjour, moi je travaille en médecine néonatale, en réanimation au CHU de Dijon, et je voulais rebondir un petit peu sur la question tout à l'heure, parce qu'on a un partenariat avec l'Opéra de Dijon justement depuis peu, et il se trouve qu'il y a des choristes de l'opéra qui viennent en direct chanter auprès des tout-petits. Déjà au moins une fois par mois. L'idée, puisqu'on a déjà sélectionné des patients qui étaient capables de recevoir cette stimulation sensorielle qui était quand même, qui peut être perturbant chez des très grands prématurés, vu la bonne réaction et des familles et des petits, là on va renouveler l'intervention avec l'apprentissage aux parents des berceuses qui ont été chantées et bien perçues par les enfants pour qu'ils puissent les reproduire au moment des soins, dans le contexte de soins de développement et dans la prise en charge des petits. Et c'est vrai que la tolérance et l'acceptation et le fait d'impliquer les familles dans cette prise en charge permettent de jolies choses. On a des belles choses en perspective du coup. Vraiment, c'est des super expériences. Alors, c'est pas reproductible, plus dur à évaluer, mais voilà, il n'y a pas besoin de ça, comme je disais tout à l'heure. Et je sollicite, voilà, il y a des effets qui sont très très forts et remarquables. Voilà, faire rentrer la culture et la musique dans l'hôpital par n'importe quel moyen, c'est, je pense, une bonne direction. Est-ce que, s'il vous plaît, cette technique avec la musique a été explorée, c'est moi, en endoscopie digestive ou bronchique? Est-ce qu'on a utilisé ces techniques? Oui, je crois que j'ai vu ça sur les coloscopies, hein, les endoscopies basses, avec des beaux résultats. Un papier de 2008 ou 2009, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà. Puis, nous, dans notre unité, ce qu'on aimerait bien faire, c'est d'étendre, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est d'étendre à l'ensemble des gestes traumatiques, hein, les gestes invasifs, les poses de drain thoracique, les cathéters, tout ça avec l'analgésie habituelle, quoi, hein. Bonjour, je suis infirmière en réanimation et j'avais une question concernant la VNI. Est-ce qu'il y a un protocole particulier, une musique particulière, puisque du coup on a régulièrement des patients qui en ont et ça pourrait nous aider, mais comment faire? Alors certainement, nous on s'est servi, on a travaillé avec Stéphane, donc avec Musicaire, avec l'application Musicaire. Après, voilà, avec tous les avantages qu'il vous a exposés tout à l'heure. Je pense, libre à vous d'essayer d'autres musiques, mais ça c'est sous contrôle du musicothérapeute. Moi je vais pas me prononcer, mais c'est certain. Moi je pense que tous les moyens sont bons pour aider les malades à tolérer la VNI quand même. Pour rebondir un petit peu sur ta question tout à l'heure de musique préférée, musique pas préférée, ce qui est fondamental et ce qui a été vérifié pas pour notre étude de 2007 en réanimation, mais par des dizaines et des dizaines d'études, c'est qu'il y a des corrélations directes entre les fréquences cardiaques et les paramètres hémodynamiques et le rythme musical. Donc quand le patient, peu importe que ce soit du hard, du rap, tout est une question de rythme et aussi de fréquence. Donc même avec du hard, si vous avez un tempo qui correspond à une fréquence cardiaque, ainsi de suite, c'est pour ça qu'il y a des tempos à BPM à 90. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu étonné quand je vois des patients qui ramènent leur propre musique et qui vont ramener des tempos à 180 avec des rythmes hard. Effectivement, en termes physiologiques, je ne pense pas qu'on ait les mêmes résultats. Donc je pense que ce qui est important, c'est comme je disais tout à l'heure, le critère principal de réussite, c'est une musique adaptée au caractère agréable du patient. Le côté agréable, c'est fondamental, c'est qu'il trouve du plaisir. Et le plaisir va jouer directement sur la douleur, en stimulant la dopamine, les endorphines, et peu importe. Et tout est une histoire de tempo aussi. Donc faites attention à trouver des tempos qui correspondent à une fréquence cardiaque. Et après, ce qui est intéressant, c'est aussi, quand vous faites écouter de la musique à un patient, vous lui écoutez votre propre musique personnelle, c'est culturel, c'est distractif. On n'est pas dans du soin.
avec notre technique qu'on a développée, comme je vous le disais, il y a une côté d'hypnose, il y a une côté de conditionnement un petit peu. Juste le fait de dire que cette séance, moi, nous, on ne parle pas autant de musique, quand on utilise Music Care, par exemple, le montage en U, je dis jamais, madame, on va écouter un peu de musique pour vous détendre. C'est la séance va durer 20 minutes, ça va vous amener progressivement. Tout ça est fondamental, le avant, le après, donc c'est des milliers, enfin pas des milliers, mais plein d'accumulations de toutes petites choses qui font qu'on arrive sur quelque chose de concret qui est un soin avant tout simplement, et pas de la distraction ou une activité culturelle. Bonjour, je suis médecin en soins palliatifs et en douleurs chroniques à Reims. Et je me demandais s'il y avait eu des remarques des opérateurs quand l'intervention musicale est utilisée pour les patients, pour des gestes, par exemple l'endoscopie, des poses de cathéter, des choses comme ça. Est-ce que l'opérateur peut être perturbé par la musique? Ça paraît un peu bizarre comme question, mais... Moi, je ne sais pas où vous êtes là, je suis désolé, je ne vous ai pas vu. Ah oui, tout au fond. C'est une très bonne question. Je pense que la difficulté au cours de gestes invasifs, c'est de ne pas pouvoir être sûr que le patient entend et comprend ce qu'on lui dit. Donc en pratique, pour la pose d'un drain thoracique, voilà, moi je suis gêné quand le patient n'entend pas que ce que je suis en train de lui... je suis en train de lui expliquer ce que je suis en train de faire. Donc moi, c'est peut-être la limite, effectivement, la limite de la technique. Mais en utilisant des volumes pas trop élevés, on peut garder une interaction quand même. Apparemment, dans l'étude dont je parlais dans Payne, en post-opératoire, les chirurgiens, l'équipe, n'étaient pas du tout gênés. Au contraire, finalement. Peut-être ça détendait l'ambiance, quand on sait comment ça se passe dans les blocs. Oui. Bonjour, je suis infirmière en consultation et soins externes sur l'hôpital de Gonesse. Et moi j'ai pratiqué longtemps en pédiatrie où la musique faisait partie intégrante du soin. J'ai voulu instaurer ça effectivement dans le service de consultation et soins externes à l'occasion des fibroscopies urologiques et biopsies de prostate. Et j'ai effectivement été confrontée à la réticence de certains praticiens qui ne tolèrent pas la musique durant leur acte. Voilà. Oui, là, on n'est pas sur une écoute au casque. Excuse-moi, pareil, je ne vois pas où vous êtes. Ah oui, d'accord, oui. Vous écoutez, c'était la musique d'ambiance alors? Oui, j'avais mis ouais, la musique classique. C'est vrai que voilà, mais la musique classique, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui le montrent, que la musique d'ambiance même peut avoir un effet inverse. Donc de temps en temps, ça peut effectivement soulager, mais ça peut aussi énormément stresser. Donc de la musique classique, il y en a qui l'adorent et il y en a qui la détestent. Et donc nous, c'est pour ça que j'ai même oublié de le mettre, je me rends compte, mais un des facteurs principaux de réussite de ces techniques, c'est d'écoute au casque. Parce que ça réduit l'environnement anxiogène et il n'y a que le patient qui en bénéficie, parce que c'est un soin avant tout. Après, je vous dis, c'est de l'occupationnel, c'est du confort, c'est très très bien, mais il y a un choix d'équipe à faire. Et moi, je traverse beaucoup dans le service de réa récemment, où même quand l'hôpital se construit, ils mettent en place des enceintes dans toutes les boxes. C'est jamais utilisé, où ça marche une semaine, et ensuite, tiens, l'autre il a mis radio soleil, l'autre radio classique, et ils se battent, et finalement il n'y a plus de musique. Et la musique d'ambiance, déjà on n'est plus du tout dans du soin, mais c'est pas, voilà, de temps en temps ça peut être antinomique. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Moi, pour rebondir aussi sur votre question, il n'y a peut-être pas que la nature de la musique qui peut rentrer en ligne de compte dans le refus que vous avez affronté. Il y a aussi le fait de modifier les habitudes, que c'est cette histoire d'aller balancer de la musique quand je fais ma biopsie de prostate, ou je ne sais quoi. Donc, vous voyez, il y a aussi tous ces éléments-là qui bouleversent, encore une fois, toute cette créativité de ce qu'on a vu. Si vous arrivez dans les services comme ça, sans un travail préparatoire et sans un soutien aussi de la hiérarchie, c'est vrai que c'est pas toujours loin c'est pas, encore une fois, pas forcément la nature de la musique qui va influencer ces résistances. Oui, je voudrais rebondir aussi là-dessus, parce que finalement, on a vu ce matin, mais on le sait tous ici, que si la prise en charge de la douleur des soins n'est pas faite, c'est cette absence à l'autre. Or, être créatif, mettre en place des choses, en discuter avec l'équipe, c'est tout d'un coup rendre l'autre présent et soi aussi présent.
Et je crois que c'est ça qui est un petit peu bouleversant finalement. On n'est plus aveuglé. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Parce que finalement, c'est vrai que les protocoles peuvent permettre de détourner un certain nombre de choses, mais on sait aussi qu'ils ne sont pas appliqués. Donc c'est vraiment rendre présent, c'est-à-dire accepter que l'autre soit là et que notre acte, ce qu'on fait, est avec quelqu'un. C'est-à-dire nous, on est quelqu'un et eux aussi en face. Et c'est ça qui est compliqué finalement. Je veux juste ajouter quelque chose, de faire très attention avec la musique. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on montre des résultats intéressants, positifs. Ça peut vraiment faire du bien, mais comme ça peut vraiment faire du mal. Donc, faut vraiment, le choix de la musique est fondamental. Il y a des moments où on n'est pas réceptif à de la musique. Il ne faut surtout pas imposer une musique. Même un patient qui se réveille dans une salle de réveil, si vous lui mettez le troisième concerto de Mozart, j'en sais rien, et ça peut renvoyer des souvenirs aussi très durs. Et il y a des moments, tout simplement, émotionnellement, on ne peut pas écouter de la musique. Donc l'imposer, c'est aussi du stress. Donc, Oui, non, mais c'est tout à fait ce qu'on peut voir, les effets pervers des bonnes intentions, un peu. Mais oui, il y a parfois certaines interventions, alors peut-être même parfois les clowns qui peuvent être justement que c'est imposé de manière mécanique ou on répète un peu toujours les mêmes choses. Si on ne s'adapte pas du tout au climat, à l'ambiance qu'on sent dans la chambre, et puis un peu avec les discussions avec l'équipe avant, il peut y avoir des catastrophes, les clowns ou autres, vous voyez, tout ce genre de choses où on sait que ça marche, bien sûr, mais que ça marche dans une interaction, encore une fois, importante à évaluer avant et qu'est-ce qui se passe. Sinon, en effet, on peut avoir l'effet inverse. Bonjour. Je suis infirmière au Val-Rosé dans la région lyonnaise et en fait cette année on a mis en place, l'établissement a formé 10 personnes sur la RESC, donc une technique d'apaisement de la douleur et de l'anxiété par des points d'acupuncture, mais avec un toucher léger. Et donc du coup, c'est vrai que les patients sont assez satisfaits des résultats pour le moment. Après, on n'a pas de résultats concrets parce que ça fait pas assez longtemps qu'on a mis en place. Mais c'est vrai que c'est aussi une autre technique non médicamenteuse qu'on a mis en place et on a réussi à former 10 infirmières, 10 personnels. Et ce sera refait sur l'année prochaine, un autre groupe de travail. Là aussi, ça nous renvoie au film qu'on a vu ce matin, à cette équipe là, de Saint-Antoine qui s'est mobilisée autour d'un projet, qui a discuté ensemble. Et là aussi, c'est très... Ça aussi, ça fait bouger les choses. Et là, donc, visiblement, cette formation d'acupuncture dont vous parlez, qui est sûrement tout à fait intéressante et légitime, mais c'est aussi un projet d'équipe. Et ça aussi, ça va avoir un effet direct sur la qualité des soins et la qualité relationnelle. Et avec les soins, c'est plus un soin comme un autre, c'est un soin où on va investir ces moyens non pharmacologiques et pour lesquels on va faire bouger les choses dans le bon sens. Et ça, c'est particulièrement positif. Encore une ou deux questions. On conclut. Je crois que les débats étaient très riches. Je crois qu'on a finalement vu que pour lutter contre la douleur des soins provoqués, il fallait s'organiser, être créatif, mais que c'était finalement un travail d'équipe. Qu'on fasse de la musicothérapie, qu'on fasse venir les lutins, l'opéra, tout ce qui est de proximité, c'est souvent effectivement dépendant aussi du lieu et des gens, des ressources des gens dans l'équipe, mais que finalement on ne peut pas se passer d'une organisation, d'une volonté, et donc ça passe par une reconnaissance qu'effectivement il y a un problème et qu'on fait mal aux gens. Et bien sûr, il faut que ça soit adapté à chaque patient, parce que peut-être que ce qui convient à l'un ne va pas convenir à l'autre, et puis qu'on ne peut pas se passer d'évaluation. Je crois que c'est ça qui est important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent conclure autre chose? Daniel? Non? Écoutez, merci pour cette session.